Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Coup d'envoi officiel du train express Douala-Yaoundé. Le voyage inaugural avec passagers était présidé ce jeudi par le ministre des Transports au nom du Premier ministre, chef du gouvernement. Nous irons vivre ce trajet avec nos reporters de Yaoundé et Douala. Le coup d'envoi du nouveau système de production des passeports biométriques ce jeudi à Yaoundé. Moins de tracasseries, le centre d'enrôlement de Mbala 2 vous attend à 110 000 francs l'opération. À voir dans ce journal le traitement des premiers clients. Et puis le coup d'envoi officiel de la Team Cameroun pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a remis l'étendard à Joseph Émilien Nissombe. L'athlète s'engage à faire flotter haut le vert ou jaune à cette compétition. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Nous vous embarquons immédiatement sur ce train express Douala-Yaoundé, lancé définitivement ce jeudi après les ultimes réglages et le voyage test du ministre des Transports le 29 avril. Le train express Douala-Yaoundé, désormais ouvert aux 580 passagers attendus, il effectuait son voyage inaugural depuis la gare de Bessengue à Douala jusqu'à celle de Eliguesono à Yaoundé. La cérémonie placée sous le patronage du Premier ministre chef du gouvernement était aussi l'occasion pour le ministre des Transports de procéder à la mise en service de 4 nouvelles locomotives impulsées par l'État du Cameroun. Découvrons ces innovations dans ce reportage de Agnès Solange à Bessolo. Halètement sourd, digne d'une locomotive neuve qui rentre en gare. L'engin fait partie des 4 mises en service ce jeudi pour le transport voyageur. Les 3 autres sont affectés au train couchette sur le trajet Yaoundé-Gandéré-Yaoundé. Des engins qui répondent aux normes internationales, ce qui vient renforcer davantage la politique ferroviaire engagée pour le bien-être des populations. Ce train est à la disposition des personnes qui vivent entre Douala et Yaoundé. Donc nous avons 5 arrêts au total. D'une capacité de 376 places assises, le train express est composé de 3 voitures première classe, 5 autres de classe premium, un fourgon générateur et une voiture bar-restaurant. Cette nouvelle offre de transport, à laquelle il faut adjoindre les 3 locomotives restantes, contribuera significativement à la diminution du déficit de l'activité voyageur qui constitue à ce jour un important poste de dépenses pour l'État du Cameroun. Des services que les invités membres du gouvernement et directeurs généraux ont eu le plaisir de découvrir au cours de cette cérémonie de lancement présidée par le représentant du Premier ministre chef du gouvernement. Une offre de transport de qualité chère à l'État, engagée dans un processus de reconstruction des infrastructures ferroviaires. 25 nouvelles locomotives viendront enrichir nos rails bientôt. Après s'être donc ébranlé de Douala tôt dans la matinée, c'est à 10h50 que le train express Douala-Yaoundé s'est immobilisé à la gare de Yaoundé après les escales obligatoires Eseka, Massandok, Eseka, Edea, Makak et Ngoumou, des voyageurs qui n'ont pas caché leur satisfaction à l'arrivée du train qui reprend donc du service après quelques 5 années d'interruption. Des moments de soulagement captés par Frank Jam de CRTV Littoral. Nomination très disputée. Ce poste d'administrateur au sein d'Africaré était regardé d'un œil gourmand.
Dès l'entrée de la gare voyageurs, la sécurité des personnes et de leurs biens est de mise. Nous respectons scrupuleusement les mesures gouvernementales. Tous nos principaux centres de production, Douala, Yaoundé, Ngaoundéré, Belabo, ont des tunnels de désinfection. Il y a des contrôles température qui sont réalisés. Les salles d'attente respirent la nouveauté tout autant que les voitures climatisées comportant des commodités de nature à assurer un voyage de choix. Nous avons un élément nouveau qui est la présence d'un bar-restaurant qui est un espace convivial. Les différentes rames entièrement rénovées assorties aux 4 wagons de dernière génération, dernière acquisition de l'État, mettent sur les rails la reprise du trafic ferroviaire. Moins de stress donc pour le voyageur sur la ligne Yaoundé-Douala. La fin du stress également et de ces attentes interminables pour les candidats au passeport biométrique. Le nouveau système de production de ces passeports est opérationnel depuis ce jeudi avec l'enrôlement des premières demandes. Le Centre national de production de ces documents de voyage est délocalisé par la DGSN au quartier administratif numéro 2. C'est à Yaoundé, au quartier Mbala 2. Innovation majeure, vous pouvez effectuer votre pré-enrôlement et le paiement des 110 000 francs de frais en ligne, sans aucun contact avec les personnels de la police. Pierre Evembe raconte les premières opérations ce jeudi. Ce bâtiment aux allures d'aéroport est la matérialisation de la dématérialisation du système de production des passeports biométriques. Annoncé récemment, le nouveau système a pris effet ce 1er juillet et les usagers n'en croient pas leurs oreilles. Le nouveau système, vraiment on n'y croyait pas. Mais aujourd'hui, j'y crois parce que j'ai touché du doigt la chose. Vraiment, c'était vraiment bien. Je suis venu ici, on a vérifié mes documents, on m'a demandé de signer 2 fois. Dès que j'ai fini à signer, on m'a dit que je repasse dans 2 jours pour prendre mon passeport. La veille, ils ont procédé au calme au pré-enrôlement en ligne via leur téléphone ou dans un cybercafé. Étant chez soi, on peut faire son enrôlement sans se gêner. Lorsqu'on est connecté, vraiment tout va bien. Au Centre national de production des passeports, 6 au quartier administratif numéro 2, le directeur de la police des frontières et son équipe veillent à la qualité du service, à l'authenticité des pièces et à la célérité des opérations. Le service est impeccable, diligent, beaucoup de courtoisie et de respect de la part des officiers. Nous sommes contents de savoir que le pays avance. Nous allons suivre le développement. Toute demande ne faisant pas l'objet d'un rejet sera traitée et le passeport délivré 48 heures après l'enrôlement. Autre chose à présent pour reparler du succès éclatant de l'opération de rachat de l'eurobond par l'État du Cameroun, représentée pour ce cas-là à Paris par le ministre des Finances. Sur les 450 milliards sollicités, le pays a enregistré une offre de 1481,15 milliards à un très faible taux d'intérêt. Un exploit sur ce marché financier international, un succès qui illustre encore que pour ces investisseurs internationaux, le Cameroun reste un très bon risque. Lucrèce Mbenga. D'abord, une précision. Les 450 milliards obtenus ce mercredi à l'issue d'une émission obligataire internationale serviront bien à racheter l'eurobond de 2015 et non à financer les projets de développement. Cela dit, c'est donc un retour gagnant que le Cameroun marque sur les marchés internationaux des capitaux. Parti chercher 450 milliards de francs CFA, il en a donc obtenu 3 fois plus à un taux d'intérêt 4% en dessous de l'opération de 2015 avec à la clé une maturité plus longue. Montant sollicité 450 milliards de francs CFA, montant obtenu 1481,15 milliards, taux d'intérêt 5,95%, maturité 11 ans. Le Cameroun qui a pour ainsi dire passé l'oral devant une centaine d'analystes financiers représentant plus de 70 groupes d'investisseurs a là la preuve par 9 que pour les investisseurs, il est un bon risque. Les investisseurs ont marqué leur confiance retrouvée dans la qualité de signature du Cameroun, confortée par la bonne exécution d'un premier programme,
la perspective de signature d'un nouveau programme avec le Fonds monétaire international et la mise en œuvre de notre stratégie de développement 2020-2030. L'épée de Damoclès de 2023 sur le trésor public est donc levée. Le Cameroun a 11 ans de plus pour voir venir les choses et se consacrer plus sereinement à la transformation structurelle de son économie. Les derniers hommages et le dernier voyage entamé pour une figure de proue de la scène politique camerounaise, l'ancien Premier ministre Simon Achidi Achou, dont la mise en bière de la dépouille mortelle était effectuée ce jeudi à l'hôpital général de Yaoundé. Le chef de l'État était représenté par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, accompagné de hauts dignitaires de la République. Le reportage de Laurentine Bokono. Il pesait lourd, le voile de la mort, sous le ciel du quartier Ngousso à Yaoundé. Il soufflait un vent de tristesse à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Sur les visages, des mines fermées et un air de désolation et de consternation. Des hommes et des femmes pour la plupart, des dignitaires de la République, mais aussi des membres et proches de la famille, venus en nombre rendre un dernier hommage à une légende de la politique camerounaise. Simon Achidi Achou, ancien Premier ministre en politique de classe exceptionnelle et auteur de l'expression « politique Nandjangui », a bénéficié de la chaleur des siens et de la patrie reconnaissante. Pour porter l'hommage de la République, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouté, représentant personnel du chef de l'État. Imposante était la gerbe de fleurs du couple présidentiel Paul et Chantal Biya. Afin d'apaiser les cœurs si durement affligés, le pasteur de la PCC de Bastos s'est inspiré du livre de Job. Vivre sainement et mourir heureux, car nos vies sont courtes et passent comme des ombres. Né le 5 novembre 1934 à Bamenda, son voyage dans sa ville natale à Santa, dans la région du Nord-Ouest, où il sera inhumé ce samedi, s'effectue dans la dignité et la reconnaissance de la nation. Et pour la suite de ces cérémonies et sur très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Ngouté, va représenter le président de la République aux obsèques officielles instituées en l'honneur de M. Simon Achidi Achou, ancien Premier ministre, le samedi 3 juillet 2021 à Santa, dans la région du Nord-Ouest. C'est un communiqué du directeur de cabinet des services du Premier ministre, Balungeli Confiance Ebounet. Et l'hommage qui continue, voici l'hommage du Sénat conduit par son président ce jeudi, Marcel Niat Ndjifendi au premier rang. L'hommage au regretté Simon Achidi Achou, l'ancien vice-président également du Sénat, décédé, on le rappelle, le 4 mai dernier. La cérémonie, c'était au domicile du défunt. Le récit de Mathieu Kemgo. La délégation du bureau du Sénat, conduite par Marcel Niat-Difendi, président de la Chambre haute du Parlement, est venue partager la douleur que la famille Achidi Achou vit depuis le 4 mai dernier, date de la disparition de celui qui, de 2013 à 2018, était vice-président du Sénat. C'était une personnalité qui avait un sens aigu de la nation, qui défendait l'unité nationale, sans vouloir faire des différends entre anglophones et francophones. Devant la dépouille de l'ancien Premier ministre, les membres du bureau du Sénat se sont inclinés, gardant un vif souvenir de celui qui, par ses conseils et avis, a marqué d'une empreinte indélébile son passage à la Chambre haute du Parlement. J'ai découvert en lui le prototype de ce qu'on appelle le sage. Et c'est parce qu'il y a des personnalités de cette nature, de ce rang, que la Chambre haute s'appelle habituellement la Chambre des sages. Nous nous réjouissons que des personnalités de cette carrure-là soient présentes dans cette chambre. Le temps était donc au recueillement, mais aussi au partage des séquences mémorables laissées par Simon Achidi Achou, du temps où il se prononçait sur les projets de loi soumis à l'examen du Sénat. Juste après ce journal, la CRTV vous propose de poursuivre la célébration
de la mémoire du Premier ministre Simon Achidi Achou à travers un magazine consacré à la vie et à l'œuvre de l'illustre disparu des Achidi Achou We Knew. C'est à suivre donc autour de 21h et quelques minutes. La suite du journal avec le lancement ce jeudi de la deuxième phase du programme de développement économique et social des villes secondaires exposées à des facteurs d'instabilité. Cette étape concerne les régions de l'Ouest et du littoral, celles-là même qui accueillent des déplacés de la crise des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans la cagnotte, une enveloppe de 8,3 milliards dévoilée par le ministre de la Décentralisation et du Développement local en présence de l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun et du directeur du FECOM qui en sont donc les promoteurs. Marie-Laurence Senke. Ce sont les communes de Dibombari, Banga, Melon, Konsamba 1er dans la région du littoral et Babadjou, Bangouren, Galim, Konzeng dans la région de l'Ouest qui sont les bénéficiaires de cette deuxième phase du programme de développement économique et social des villes secondaires exposées à des facteurs d'instabilité. Nous avons recensé tout ce qu'il y a comme déplacés internes au sein de nos communes. Nous pensons qu'il faille les insérer dans la vie socio-économique de notre contrée. Nous allons déjà augmenter les salles de classe. Nous comptons voir comment on peut faire des forages, comment on peut faire des châteaux. Nous comptons aussi sur l'électrification. La République fédérale d'Allemagne, dont la banque KfW, a disponibilisé le financement. Le lancement de cette phase 2 du programme témoigne des bons résultats obtenus dans la phase précédente. La deuxième phase se veut encore plus dynamique et plus performante, tirant avantage des leçons apprises de la première phase. Pour les acteurs du développement local, c'est un exécutoire pour la mise en œuvre des projets de développement à même de générer des ressources locales. À présent, l'enquête du soir, nous vous amenons dans les plantations de cacao pour questionner le déficit en plants de cacaoyer, un gap qui plombe la cacaoculture et ralentit les efforts du gouvernement. La production nationale de la fève de cacao, estimée en 90 à quelques 1200 tonnes de cacao, a chuté à 26 000 tonnes à cause de l'insuffisance de ces jeunes plants. Explication de ce déficit et piste de solution, c'est dans cette enquête que signe Alvin Giselze. Bras séculier de l'État dans le développement du secteur du cacao, la SODECAO fait face aujourd'hui à un problème majeur. Dans les années 1984-85, le Cameroun produisait 1 200 000 carros semences. La crise des ajustements structurels est passée par là. On est passé de 1 200 000 carros à 26 000 carros. Le recours au plan de cacao cloné ne produit pas encore les résultats escomptés. À cette difficulté s'ajoute le climat peu favorable. Par ces temps de réchauffement climatique dû à la sécheresse également, je crois que nous sommes déjà en train de travailler pour la mise en place de dispositions d'arrosage au niveau des champs semenciers. Le processus de rajeunissement des pépinières engagées donne des raisons d'espérer. Il faut les régénérer, il faut les étendre. C'est une cause qui interpelle toutes les composantes. Les multiples partenariats avec l'interprofession devraient permettre d'asseoir une production de plants en qualité et en quantité. Restons dans le monde agro-pastoral pour ces nouvelles de l'élevage et des pêches et des industries animales au Cameroun. Le ministre Taïga, qui était ce mardi cette semaine à Nkolmelen, non loin d'Obala, dans la région du centre, pour une tournée dans les bassins de production. Il encourage là-bas les producteurs des œufs à couver, des œufs de consommation et des poussins à faire de l'import-substitution pour sortir la filière du déficit grave observé. Bonne nouvelle, une ferme parentale sortira bientôt de ces élevages de poulets de la région du centre. Agnès Solange à Besselon.
Imaginons 20 millions d'œufs à couver par cycle de production de 63 semaines. Une production locale qui viendrait en réponse aux besoins importants de poussins d'un jour, systématiquement rares chez les éleveurs. Nous importons ces reproducteurs qui sont des parents, qui vont nous permettre d'obtenir les œufs à couver que nous mettons dans le processus de production pour obtenir les poussins d'un jour chers, par exemple. Consommons ce que nous produisons. C'est le but d'une telle démarche encouragée par le gouvernement. Satisfait de ce que beaucoup de Camerounais investissent et répondent à l'appel du chef de l'État d'engager des investissements qui vont nous aider à accompagner l'import-substitution. Le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales en visite sur ce site dans le centre qui laissera place bientôt à 12 bâtiments, 3 forages, plusieurs chambres froides, un transformateur en dehors de l'aménagement des voiries. Une ferme parentale et moderne de 10 hectares de superficie. Des initiatives qui ont pour but de satisfaire la demande nationale. Nous restons dans le monde agro-pastoral pour le dossier des régions et pour parler de ce stress des céréales et de la flambée des prix dans l'extrême nord. Depuis quelques semaines maintenant, le maïs, le mil, le riz ne sont plus accessibles aux petites bourses. Sur le marché, le sac de 100 kg de maïs qui se vendait à 15 000 est passé par exemple à 26 000 francs. Le mil, la céréale la plus consommée, se vend à 24 000. Une inflation insoutenable compte tenu du pouvoir d'achat faible des populations. L'explication des commerçants et le désarroi des ménages à Maroua est racontée ici par Francine Ndjaba. Le marché des céréales bat de l'aile dans la région de l'extrême nord ces dernières années. Le mil, le maïs, le riz, des aliments de forte consommation dans cette partie du pays sont en passe de devenir des denrées de luxe. 3 tasses à 500 pour le maïs, mais maintenant c'est 3 à 1000 francs. Le mil c'est la même chose. Parfois quand on vient au marché pour acheter les produits, on devient même confus. Tout a augmenté. Le prix du sac de 100 kg de maïs ou de mil est passé du simple au double. Maintenant, le sac de mil se vend à 24 000. Le maïs, 25 000, parfois 26 000. Alors que la demande est forte, les grossistes choisissent délibérément de vendre leurs produits aux plus offrants dans les pays voisins. Le Tchad et le Nigeria viennent en acheter ici. Si les grands commerçants ne vendaient pas à l'extérieur, il n'y aurait pas augmentation des prix. Au vu de la situation qui prévaut en ce moment, les commerçants détaillants disent que les prix pourraient tripler si rien n'est fait d'ici la période de soudure. On le voit, il y a donc menace sur le panier de la ménagère de l'extrême nord et sur le régime alimentaire de ces populations, un régime essentiellement basé sur les céréales. Les pouvoirs publics, conscients du caractère indispensable de ces céréales, déploient maintenant une batterie de mesures pour en assurer la disponibilité. Voici ces dispositifs ici, racontés par Lionel Mingue à Maroua. La disponibilité constante des céréales dans l'extrême nord passe d'abord par une production en stock plus important. Et c'est cet objectif que veut atteindre l'État à travers les différents appuis accordés aux producteurs. Près de 36 tonnes de maïs certifiés, près de 48 tonnes de semences de sorgho qui vont permettre d'emblaver d'importantes superficies. Les engrais, l'urée et les produits phyto. En ce qui concerne le riz précisément, plusieurs initiatives sont en cours pour augmenter les capacités de production de la région. Nous avons eu des tracteurs, de l'argent pour l'achat du paddy. C'est autant de début de solutions qui nous confortent dans nos travaux au quotidien. Après l'étape de la production, le problème de la disponibilité se pose parfois et là encore, l'État ne ménage aucun effort pour limiter l'exportation des céréales. Nous avons déployé des équipes de contrôle, aussi bien dans les marchés perdus que le marché central de Maroua et même les points de sortie de la ville de Maroua et de certaines localités. Si les mesures prises par l'État semblent ne pas provoquer les résultats escomptés, il faut peut-être faire plus. Question de booster la production. Le ministre des Arts et de la Culture, Bidong Pat, était ce jeudi devant les députés à l'Assemblée nationale, une séance plénière spéciale
présidé par le premier vice-président Hilarion Eton, est consacré à la valorisation des industries culturelles au Cameroun. Les élus et le gouvernement se sont ainsi accordés pour inscrire la culture comme une source et un objet du développement au Cameroun, développement qui se veut chez nous endogène, intégral et global. Clarisse Tank. La contribution des arts et de la culture était en examen au cours de cette séance plénière, présidée au nom du chef de chambre par le premier vice-président Hilarion Eton. Une séance d'échange et d'information qui vient fort à propos. Nous avons des piliers solides qui désormais vont inspirer l'ensemble des programmes à mener dans le sous-secteur afin qu'il devienne le vecteur de la production, de la richesse, de la croissance et de l'emploi. Il s'agit incontestablement d'une évolution majeure qui doit non seulement faire l'objet de l'information du Parlement, mais tout aussi susciter son accompagnement. Une douzaine de députés s'est succédé à la tribune de l'Assemblée nationale pour enrichir le débat. Nous voyons des pays comme le Nigeria qui ont investi dans l'industrie créative et sont devenus la première économie africaine grâce à l'industrie créative. L'amélioration substantielle du cadre législatif et réglementaire du secteur des arts et de la culture en fera un instrument de l'identité culturelle, de l'intégration nationale, du vivre ensemble, un des leviers importants du développement économique et social du Cameroun. Mardi, cette semaine, le ministre de la Santé publique était en visite d'évaluation des chantiers de son département ministériel dans la région de l'extrême nord. Manaoda Malachi a ainsi été sur le site de construction du centre hospitalier régional. Voilà un chantier qui n'avance pas de façon satisfaisante. L'entreprise est donc appelée à accélérer le rythme pour achever ses travaux dans les plus brefs délais. Les prescriptions du ministre et ses constats avec Aladji Mustafa à Marois. C'est en mai 2017 que les travaux de construction du centre hospitalier régional de Marois ont été lancés. À ce jour, le taux d'exécution est évalué à 57,33% et les travaux traînent encore. Nous avons commencé le projet en pleine saison de pluie. Nous avons pugé sur près de 2,70 m. L'entreprise a eu beaucoup de difficultés. Des arguments qui ne rassurent pas le ministre de la Santé publique qui instruit l'accélération des travaux. L'entreprise doit se mobiliser ici jours et nuits pour travailler 24 heures sur 24 heures et avoir le maximum de personnel si l'entreprise veut tenir les délais qui lui sont impartis. Sinon, on ne pourra pas aller au-delà de ce délai. La construction de ce centre hospitalier régional de Marois rentre dans le cadre du plan d'urgence triennal 2015-2017 pour l'accélération et la croissance décidé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Plus que 6 jours maintenant, le 7 de ce mois de juillet, ce sera le lancement de la campagne intensive de vaccination contre le coronavirus, une vaccination également plombée par la concurrence rude que subit la vaccination donc à travers la médecine traditionnelle qui s'invite sur ce champ-là. Certains citoyens n'adhèrent pas à l'administration du vaccin et estiment que les potions locales pourrait également servir d'adossage à cette quête de santé. Nous allons entendre les explications du docteur Andreas Njo, l'invité de notre reporter Évariste Eyenga. Il nous attend au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste, bonsoir à votre invité. Bonsoir.
Bonsoir Adèle. Il y a un postulat, la vaccination n'est pas obligatoire. C'est donc un acte en toute liberté que chaque citoyen pourrait exercer ou peut-être pas. Seulement, il y a une autre catégorie de citoyens qui préfèrent l'abstention ou la non-adhésion. Essayons de voir comment le programme élargi de vaccination gère ce type de situation. C'est avec le secrétaire permanent adjoint de ce programme, Dr Andreas Njo. Bonsoir. Bonsoir Évariste. Merci d'avoir accepté la vaccination. Que répondez-vous à ceux des citoyens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de vaccination parce que la pharmacopée locale leur permet déjà de se protéger contre le virus? Oui, merci beaucoup. La première chose, c'est que la pharmacopée locale a sa place. C'est important pour notre communauté, mais le plus important pour nous, c'est de savoir ce qui peut nous aider ou bien ce qui est connu qui nous aide davantage. Déjà, ce qui est sûr, c'est que la vaccination est reconnue globalement d'être efficace pour nous protéger contre le Covid-19. Et c'est pour cela que nous encourageons la population de se faire vacciner. Et donc, est-ce que l'on peut être protégé si l'on n'est pas vacciné? Tant qu'on n'a pas l'anticorps contre une maladie spécifique, on ne peut pas être protégé. Mais pour certains qui ont été infectés, dès les 6 premiers mois de l'infection, il y a les anticorps quand même qui protègent. Mais le problème c'est qu'avec le temps, ces anticorps ne sont plus là. C'est pour cela que la vaccination devient très importante pour booster l'immunité et nous accorder une immunité plus efficace, plus longue. Merci, c'est bien noté, Dr Andreas Njo. La vaccination est le meilleur moyen de protection contre le coronavirus Covid-19. Il y a bien sûr d'autres possibilités qui pourraient exister, seulement les contours scientifiques ne sont pas cernés. C'est compris. Merci Évariste, merci à votre invité. Nous allons dans le sud pour vivre l'événement là-bas. Il faut maintenir haut le flambeau de la station régionale CRTV Sud à travers la maximisation de productions authentiques. L'interpellation du directeur général de l'Office, Charles Ndongo, qui installait André Aristide Ekomba, le nouveau chef de cette station régionale du Sud. Les attentes de la CRTV et celles de la région, c'est dans ce reportage de Charles Abostolo Oba à Ebolova. Après 4 années de travail acharné, le temps de passer le relais. Berthe Mbala tourne la page CRTV Sud, propulsé à la direction des antennes TV. André Aristide Ekomba prend les commandes de la station régionale avec à ses côtés Ghislain Thierry-Sono, le nouveau chef de service des journaux et magazines. Une nouvelle aventure pleine de challenges. Je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance placée en moi. Au complexe CRTV d'Ebolova, cette cérémonie d'installation a rassemblé du beau monde. Une mobilisation, preuve de la place prépondérante de cette station régionale dans les cœurs des populations. Un contrat de confiance que le nouveau staff est appelé à renouveler. Je vous engage à préserver et à consolider la qualité d'antenne que laisse votre prédécesseur au poste. Et au nom du sacro-saint principe d'unicité de nos antennes, à renforcer les contributions de CRTV Sud aux antennes et aux espaces d'information des antennes nationales de radio et de télévision. La CRTV doit montrer l'action de développement de l'État dans cette région. Je crois que l'ancienne chef de station a su bien le faire et je souhaite au nouveau chef de station de continuer à faire de même. Rien d'évident dans cette mission délicate. Mais avec du sang neuf, la station régionale CRTV Sud entend poursuivre son envol vers la qualité pour préserver sa place de leader dans la région aux 3 frontières. Dans les kiosques, vous pouvez lire cette une, Cameroun-Vatican, une relation exceptionnelle. C'est le titre du dossier spécial de 184 pages que le magazine Jeune Afrique Économie, dans son numéro 415, consacre aux relations anciennes qu'entretiennent le Cameroun, le Vatican et le Saint-Siège. Entre le couple présidentiel camerounais, c'est également une longue histoire d'amour. Le magazine de Blaise Pascal Talla dédie 80 pages à la diplomatie également, au régional et à l'économie camerounaise. Voici la note de lecture de Jean-Pierre Congé.
184, c'est le nombre de pages que le magazine Jeune Afrique Économie met à contribution pour encenser la relation privilégiée qu'entretiennent le Cameroun et le Saint-Siège. Des relations anciennes et solides que le changement d'homme au Vatican ne fait que renforcer. 3 visites papales en 1985, 95 et 2009 et celle plus récente de l'émissaire du pape François, le cardinal Pietro Parolin, en sont une parfaite illustration, selon Jeune Afrique Économie. Le magazine panafricain n'oublie pas les nombreuses visites du couple présidentiel au successeur de Saint-Pierre. Chrétien engagé et pratiquant, moulé dans la rigueur de l'éducation catholique, le président Paul Biya est considéré par JAE comme un élément clé dans la constance et l'harmonie qui caractérisent les relations Cameroun-Vatican, avec l'ambassadeur Antoine Zanga à la manœuvre depuis 2008. Empreinte de respect mutuel, la relation Cameroun-Vatican, d'après Jeune Afrique Économie, reste quelque peu contrastée, traversée par quelques malentendus assez vite maîtrisés. Le Cameroun, dans Jeune Afrique Économie numéro 415, c'est également 80 pages consacrées à l'économie et aux géopolitiques nationales, où le magazine de Blaise Pascal Talla dit l'opposition déboussolée du fait de la maîtrise de son sujet par le président Paul Biya. Pour le magazine, le chef de l'État camerounais poursuit sereinement la mission qu'il s'est donnée, doter le Cameroun d'institutions solides. Le dernier acte en date étant la mise en place des exécutifs régionaux, ultime pierre du long processus de décentralisation à qui Jeune Afrique Économie consacre une trentaine de pages. Les élèves camerounais et d'autres pays vivant en Guinée équatoriale en fin de cycle primaire viennent d'achever là-bas les examens du CEP et du First School Living Certificate au sous-centre de Malabo. Une innovation née de la décision du ministre camerounais de l'Éducation de base en accord avec les autorités équato-guinéennes. Et l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale s'est fait le devoir d'être aux côtés de ces jeunes élèves en séjour d'examen. Michel Renaud Oanja. À la faveur d'une décision du ministre de l'Éducation de base, les candidats de nationalité camerounaise en fin de cycle primaire ont pris part à Malabo à l'examen du CEP et du First School Living Certificate au sous-centre logé à l'ambassade du Cameroun en Guinée équatoriale. Discipline instrumentale, on évalue les enfants, ils doivent savoir lire, écrire et compter. Donc j'ai déjà pu apprécier leur main d'écriture. Le chef de mission diplomatique dans ce pays frère est allé s'imprégner du bon déroulement des 10 examens. Notre souhait a été exaucé par la hiérarchie à Yaoundé qui nous a permis d'ouvrir un premier sous-centre spécial de ces 2 examens nationaux ici à Malabo. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour les candidats de diverses nationalités qui, bien qu'installés en Guinée équatoriale, ont opté pour le système éducatif camerounais. Un accord pour encourager l'épanouissement économique des jeunes Camerounais à travers la création des emplois décents et le financement de projets de développement. Cet accord était signé hier mercredi entre Alain Borgo, le président de la Nordic Strategies, et son Excellence Guillaume Seke, le consul général de Norvège au Cameroun. Voici des précisions avec William Badi. 2 signatures pour matérialiser l'accord de partenariat entre le Nordic Strategies et le consul général de Norvège au Cameroun. Le Nordic Strategies vise à encourager, à renforcer la coopération entre nos États en encourageant nos jeunes compatriotes à aller se former dans les pays scandinaves. En scène, le consul général de Norvège au Cameroun, son Excellence Guillaume Seke, et Alain Bongo, le président du Nordic Strategies. Nous aurons dans les tout prochains jours un certain nombre de programmes, qu'il s'agisse de l'apprentissage des langues nordiques, l'apprentissage de la civilisation et des institutions nordiques, pour qu'il y ait une plus facile intégration des compatriotes qui arrivent là-bas. En plus de la jeunesse camerounaise, c'est aussi l'État qui va tirer profit de l'expérience norvégienne dans les domaines du développement économique, des énergies électriques, de la décentralisation et bien d'autres. Le Cameroun à la tête de Africaré, créé donc en 1976 dans un accord multilatéral par 36 États membres Africaré. C'est pour vous la première société de réassurance africaine, le Cameroun qui rentre donc dans cette instance décisionnelle pour booster le secteur des assurances locales. Une victoire célébrée par Chanas Assurance et que raconte ici Joseph Itote depuis CRTV Douala.
Nomination très disputée. Ce poste d'administrateur au sein d'Africaré était regardé d'un œil gourmand par 2 pays de l'Afrique centrale et 4 de l'Afrique de l'Ouest. Le choix porté sur le Cameroun est donc l'aboutissement d'un long processus adossé sur la confiance et la crédibilité. Il y a 17 États. Et dans les 17 États, c'est un Camerounais qui a été élu. Ça veut dire que les gens ont opté de nous faire confiance. Je remercie beaucoup le ministre des Finances. C'est la tutelle des assurances. C'est lui qui a saisi les différents pays. Je remercie particulièrement encore l'administrateur directeur général, M. Adolphe Moudikide. Créé en 1976 dans le cadre d'un accord multilatéral par 36 États membres de l'ex-organisation de l'unité africaine, Africaré est la première société de réassurance africaine. La présence du Cameroun au sein de son instance décisionnelle est un plus pour le secteur camerounais des assurances. On a besoin aujourd'hui d'un partenaire technique. Je crois que le meilleur partenaire technique là, c'est Africaré. Une société qui a de l'expérience, elle pourra nous aider. L'essentiel global, c'est qu'on accroisse la rétention des capitaux. Au niveau des Chanas, nous allons profiter parce que quand vous êtes dans ce genre de structure où il y a de l'expérience, vous puisez l'expérience qui est là-bas, que vous partagez. Maurice Matanga, qui a pris les rênes du conseil d'administration de Chanas Assurance en 2015 et qui est aujourd'hui administrateur titulaire d'Africaré, est nanti de plusieurs diplômes, dont un de l'École centrale de Paris et un autre diplôme de 3e cycle en économie de l'énergie à l'Université Paris-Dauphine. Je signale ces 3 télégrammes officiels de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à leurs Excellences Paul Kagame, président du Rwanda, Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi, et Richard Wagner, gouverneur général du Canada, des félicitations du chef de l'État à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ces 3 pays amis ce 1er juillet. L'étendard du Cameroun va flotter dans le ciel des Jeux olympiques de Tokyo au Japon. La page des sports pour voir cette cérémonie de remise du vert ou jaune à la Cameroun Team, Olympic Team, représentée par Joseph Emilien Essombe. La cérémonie, c'était ce jeudi au siège du Comité national olympique et sportif du Cameroun à Yaoundé. Une cérémonie présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, sur très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya. Laurentine Bokono. De notre pays, le Cameroun. Solennité et célébration des valeurs olympiques à travers le symbolisme et le cérémonial de remise de l'étendard à la Cameroun Olympic Team. Au siège du Comité national olympique, bien visibles sont les anneaux olympiques représentant l'union des 5 continents. Exécution de l'hymne national du Cameroun, puis de l'hymne olympique. C'est alors que commence la grande liturgie de la parole. Le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun pour souhaiter la bienvenue et restituer le contexte de la cérémonie. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique pour inviter la team à se battre avec abnégation, témérité dans la dignité, la sportivité et le fair play qui sont les marques les plus nobles de l'olympisme telles que définies par son fondateur Pierre de Coubertin. Le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté entre en scène pour la remise du drapeau national au porte-étendard de la Cameroun Olympic Team. Et c'est une lutteuse à poigne et son Betiako Joseph Emilien qui a été désignée porte-étendard du Cameroun. Geste de la main du premier ministre chef du gouvernement aux membres de la team pour encourager et inviter les athlètes à se battre avec le fighting spirit cher au président de la République. Une photo de groupe immortalisera ces grands moments passés dans la famille olympique avant la signature du livre d'or du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Le Cameroun qui met également la dernière main aux préparatifs de la CAN 2021. Une délégation de la CAF, accompagnée par le ministre des Sports, est arrivée ce jeudi à Garoua pour une évaluation des structures d'accueil. 3 hôtels ont été visités sur ce site et à chaque étape, on note d'énormes progrès qui rassurent. Dans la suite de cette délégation, notre reporter Germain Noël Essengé.
C'est au pas de course que le président du COCAN et sa suite ont démarré leur tournée dans les structures d'accueil à Garoua. Première étape, l'hôtel Shalom City, quartier Plateau. Un site qui donne à voir 10 suites présidentielles ultramodernes, 70 chambres luxueuses, un jardin somptueux. C'est ici que la CAF sera logée. Motif de satisfaction pour le jeune opérateur. C'est une fierté de savoir que les officiels de la CAF ont choisi cette structure. Nous ne le faisons pas pour la ville de Garoua seulement, mais si nous sommes investis dans cet élan, c'est parce que nous voulons rehausser l'image du pays. Direction Rairé, hôtel Saint-Hubert, rien à signaler. L'établissement de 3 étoiles de 47 chambres, donc 2 suites, n'attend plus que ses occupants. Troisième étape, hôtel La Benoué, une structure qui est passée de 28 chambres il y a 2 mois à 74 aujourd'hui, soit 28 doubles et 41 singles avec des salles de réunion déjà livrées. L'avancée des travaux ici vient mettre fin aux doutes qui persistaient dans cet ouvrage dont les 108 chambres seront livrées dans 2 semaines. C'est dans la pénombre que la délégation a terminé sa journée à Roumdé, à l'hôtel Plaza. Garoua peut désormais pousser un ouf. Un ouf de soulagement avec tout le Cameroun en cœur. Voilà qui met un terme à ce 20h30. On retient essentiellement que sur très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, représentera le président de la République aux obsèques officielles instituées en l'honneur de M. Simon Atchidi Achou, ancien Premier ministre. Ce sera le samedi 3 juillet 2021 à Santa, dans la région du Nord-Ouest. Le journal était préparé avec la collaboration de Alvin Giselze, Augustin Gondonga et Christelle Beina. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke sur cette antenne. Et comme je vous l'annonçais au sujet de ces obsèques, retrouvez immédiatement sur cette antenne le magazine sur la vie et l'œuvre de Simon Atchidi Achou, de Atchidi Achou, We Knew. C'est le titre de cette production. Et pour les éditions du 20h30 du week-end, à partir de demain vendredi, vous serez en compagnie de Atabadine Omar. D'avance, un excellent début du week-end à tous et à lundi 20h30. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Moi, c'est dans la terre de mes ancêtres que je partais. Je vivais seul.